Ça va, Justine? Bon, alors Justine et moi, on se connaît très bien et c'est un nouvel exercice qu'on va faire ensemble devant un public, discuter devant un public. Bonjour à tous. En fait, on voulait commencer directement par un extrait d'un de tes films, Victoria. Donc on peut lancer l'extrait numéro 1 pour lancer cette conversation. Alors, non, tu veux commencer? Non, je voulais juste dire que j'avais une pensée émue pour Chili González, parce que je trouve que j'avais oublié que c'était sa musique. Et voilà. Mais justement, en revoyant tes films, je me suis arrêtée sur cet extrait parce que je me suis dit qu'il y avait là tout à peu près tout ce qui va être ton cinéma, le piano, les enfants, dont une est la tienne d'ailleurs. Il y a ta fille petite, Liv. Mais surtout, voilà, et c'est par là que je voulais commencer à discuter avec toi. La discussion, la première question, ça pourrait être, mais pourquoi est-ce que tu filmes les femmes, Justine Triet? Et est-ce que tu dirais qu'elles sont un prolongement de toi-même ou... Bah, oui, je pense que je filme les femmes parce que j'en suis une déjà, évidemment, et que je pense que les femmes et les hommes se sont toujours intéressés à filmer des femmes, finalement. Mais ouais, c'est des femmes aussi, mais c'est évidemment des femmes, mais c'est des femmes qui sont dans des positions toujours de contrariées, dans des situations ambiguës et qui doivent gérer évidemment beaucoup de choses en même temps. Mais voilà, plus j'avance, plus j'ai l'impression que c'est une plongée dans leur cerveau et dans leur façon dans leur choix, dans leur façon de vivre. Ouais. Mais surtout, ce qui est assez frappant, c'est que tous tes personnages exercent un métier lié à la parole. Elles sont journalistes, elles sont avocates, elles sont réalisatrices, elles sont... Victoria, qu'on vient de voir, s'appelle... Je me suis rendu compte de ça, qu'elle s'appelle Victoria Speak. Victoria parle. Qu'est-ce qui t'intéresse tant dans ces femmes qui parlent? En fait, je pense que c'est vraiment... Enfin, je m'en suis rendu compte récemment, pas du tout quand je faisais ce film, par exemple. Mais je pense que c'est l'échec de la parole, mes films. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui essayent tout le temps de se parler, de se comprendre, pardon. De se parler, mais surtout de se comprendre et qui n'y arrivent pas. Donc, je pense que c'est une obsession que j'ai, moi, dans la vie. Je tente toujours de convaincre les gens. Je pense que j'aurais pu être avocate. J'ai vraiment j'ai vraiment l'obsession, en fait, l'idée qu'on doit se comprendre, on doit essayer de comprendre la vision qu'on a, enfin qui nous semble être juste ou importante ou nécessaire. Et c'est un échec, évidemment. Donc mes films montrent constamment des gens qui, en tout cas, tentent de le faire, tentent de se comprendre, quoi. Oui, et que cette parole, elle est souvent soumise à l'interprétation, au jugement. On dirait que tu la mets en scène, cette parole. Quand tu écris, tu penses à ça, tu te dis comment est-ce que je vais filmer? De plus en plus, ouais. En l'occurrence, en plus, là, on vient de voir un extrait de Victoria où c'est vraiment à la fois la gestion d'une situation d'un de ses meilleurs amis, parce qu'elle est avocate, mais aussi sa propre vie qui est mise en problématique dans un procès par rapport à son ex qui l'accuse qui la dépeint de manière horrible. Donc oui, je pense que je suis une grande paranoïaque et que je pense qu'effectivement il y a un endroit aujourd'hui on a vraiment 10 fois plus d'éléments autour de nous pour être encore plus parano. Enfin, je veux dire, étant donné que tout est disséqué, tout est absolument voilà. Mais je l'ai encore plus montré dans Anatomie, mais c'est vrai que c'est ça, ces ordinateurs, les téléphones, etc., sont des outils incroyables pour nous déformer, pour nous voir que par le prisme d'une chose. Et évidemment, c'est quelque chose qui est... les films, pour moi, je les considère comme des terrains de jeu d'exploitation de ça. Et donc, je vais très loin j'essaie d'aller le plus loin là-dedans, dans l'idée de projeter comme ça cette parole c'est quasiment un enjeu dramatique, presque. Enfin, dans Anatomie... C'est quasiment, enfin, l'endroit du tribunal, c'est l'endroit où on se raconte, c'est l'endroit où... Ouais. Tu penses, parce que je me dis, tes films mais c'est très... l'endroit du récit aussi, c'est l'endroit aussi de la déformation, c'est-à-dire la réalité n'est pas non plus là, donc en fait c'est... Ouais.
Mais c'est pour ça que ce qu'il y a de plus intéressant finalement, c'est l'échange en fait. C'est l'endroit où on peut à un moment donné, je pense que c'est comme l'idée du bonheur. Enfin, est-ce que tu es heureux ou non? Enfin, quand tu es jeune, tu te dis que tu vas, voilà, tu as des idées très bêtes sur le bonheur. Et à un moment donné, c'est juste que tu te dis, voilà, si tu arrives au moins à avoir un instant, à avoir chopé un moment d'éclat. Et c'est exactement pareil, je pense, pour la compréhension, pour le fait de se comprendre, pardon, le fait d'échanger. Ouais. Ça devient très sérieux, désolé. On va passer à l'extrait numéro 2, qui est un extrait de ton premier film, qui est la bataille de Solferino. Et on va en parler après. Juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, je rappelle que tu as donc tourné la bataille de Solferino le jour de l'élection de François Hollande. Comment on construit un moment pareil? Mais en plus, c'est marrant, j'ai pas vu ces images depuis je pense, plus de 10 ans. C'était vraiment très rigolo à faire, à fabriquer. On s'était fait passer pour des faux journalistes, on avait des fausses cartes de presse. Tout était faux. Et on avait juste eu un micro de iTélé, à l'époque c'était iTélé. Et non, c'était très très amusant. Et je me rends compte en voyant les images à quel point les acteurs se sont amusés, parce que là, en fait, réellement, en fait, dans la réalité, Vincent Macaigne a failli être sorti 10 fois de la foule, parce que réellement, il semblait être une menace pour cette fausse journaliste, mais dont tout le monde pensait qu'elle était une vraie journaliste. Et donc, du coup, c'était un bordel énorme à gérer, et c'est très amusant, parce qu'on sent qu'il y a un espèce de plaisir, en fait, à jouer, à improviser dans ce moment où tous les gens autour sont non pas des figurants, mais des vraies personnes en fait qui pensent vraiment que ces gens-là sont... Donc c'était très très amusant, c'était une énorme organisation en réalité, parce qu'on a tourné 20 jours, mais dont quasiment... Oui, il y avait presque 20 heures, il y avait 8 caméras qui tournaient ce jour-là pour couvrir à plein d'endroits différents. Ça a été franchement très excitant. Je ne sais pas si je pourrais refaire un film comme ça aujourd'hui, pour plein de raisons. En fait, je pense qu'il y avait aussi une liberté, parce qu'il y avait 10 000 personnes présentes. Donc, moi, à un moment donné, j'ai fait quasiment un malaise, c'est-à-dire qu'on m'a transporté, en fait, parce que j'étais bloquée pendant plus de 3 heures au milieu de la foule, et on ne pouvait plus avancer. Enfin, c'était vraiment un délire, ce tournage. Mais comme on était très, très préparés, c'est vrai qu'il y avait plein d'équipes différentes, et c'était très amusant. Et c'est vrai que cette scène, elle est... c'est très troublant de la voir maintenant pour moi, parce que c'est vrai qu'il y a déjà un peu toutes mes obsessions, c'est-à-dire l'intime qui vient dans la sphère publique comme ça, l'endroit où ça devient une espèce de chaos, quoi, cette image-là de situation extrêmement intime entre ces deux personnes, qui est vraiment dans un tableau beaucoup plus large et beaucoup plus important, en fait. C'est l'histoire de ce pays à ce moment-là, qui est évidemment plus grande et qui avale tout, quoi. Mais non, ce qui me réjouit vachement, c'est que je vois des choses que maintenant je ne vis plus, parce qu'en fait maintenant je contrôle beaucoup plus la mise en scène, etc. Mais il y a une chose qui est vraiment joyeuse, c'est toutes les surprises qui se sont produites à ce moment-là. C'est-à-dire que je vois les mecs autour qui viennent, le mec qui prend dans les mains Vincent et tout, et je vois tout l'endroit qui est vraiment jubilatoire du vrai, du faux, du documentaire, de la fiction, et qui est évidemment très amusant aussi à vivre sur le moment et en montage, quoi. Justement, ce vrai du faux, maintenant, tu le fabriques presque dans tes scénarios, puisque sur l'écriture, notamment la place des personnages qui sont écrivaines et qui puisent dans le réel des éléments de leur fiction. Et c'est même le projet d'Anatomie d'une chute, qui est jugé aussi pour avoir écrit sur sa vie, ou pour avoir pillé la vie de son conjoint. Et est-ce que tu dirais que tes films sont des autofictions, toi? Ouais, moi, je pense que c'est... En fait, moi, je me sers de la fiction pour me planquer, évidemment, comme plein de gens, mais c'est vrai que je pense de plus en plus que ça n'a absolument aucun intérêt de faire des films sur juste des histoires qui nous intéressent, mais où les histoires peuvent être passionnantes, mais il faut qu'elles soient traversées profondément, intimement par moi, par le cinéaste qui s'en empare, quoi. Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Enfin, moi, je trouve qu'il y a tellement de fiction, tellement de production aujourd'hui que... voilà, mais d'ailleurs, moi, je regarde des choses comme je lirais un article et je trouve ça passionnant, mais pour moi, c'est pas des films, ou c'est pas des... Voilà. Je pense qu'il y a et je pense que c'est pas seulement une chose pour moi personnelle. Je pense que quand je vois les spectateurs, quand je ressens l'amour qu'il peut y avoir autour de films, évidemment que souvent, c'est quand il y a quelque chose qui vient cogner réellement l'identité du cinéaste. Donc, ouais, enfin...
Ce qui est très difficile, c'est d'arriver à pas se faire manger soi-même en fait par ces films. Mais mais ça c'est pareil pour les acteurs, les actrices. Enfin, ça n'a d'intérêt que si c'est un peu dangereux, et ça n'a d'intérêt si c'est un peu si ça nous met un peu dans des situations oui, où ça nous cogne un peu à un endroit, quoi. Mais c'est toujours l'équilibre à trouver pour pas être bouffé, avalé, quoi. T'avais dit enfin, tu as écrit Anatomie d'une chute avec Arthur Harari et tu avais dit, j'ai l'impression qu'on a tout mis dans cette fiction pour pas que ça nous arrive. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, ouais. Bon, la promo, quoi. Mais l'exercice de la promotion. Non, mais c'est vrai que c'est un mélange, en vrai. Aujourd'hui, je dirais peut-être plus ça. Je dirais que c'est un mélange, évidemment, de choses intimes, de choses... Mais oui, je crois qu'il y a vraiment l'idée aussi de conjurer le sort en faisant un film, de plus en plus. Mais des fois, on n'y arrive pas. Des fois, finalement, on échoue après, quand même. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que... la catharsis, c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui est quelque chose dont je veux vraiment m'y confronter très très fort. Le fait de faire vraiment imploser vraiment ce qui viendrait en tout petit en soi et de le faire imploser dans les films, évidemment. Ouais. C'est rigolo parce que comme je produis tes films, je te vois les écrire et les fabriquer. Et je vois comment tu travailles avec le réel, même avec tes producteurs, même avec tes amis. Cette capacité à enregistrer, à tirer des choses très personnelles. J'ai un problème avec les enregistrements, j'avoue. Mais parce qu'en fait, c'est aussi... Bon, moi, c'est vrai que je viens du documentaire aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai fait les beaux-arts. J'ai commencé par vraiment m'intéresser au documentaire. Et c'est vrai que pour moi, c'est une source... le son, j'ai un rapport au son très, très, très... fort. J'ai commencé par être musicienne aussi, donc du coup j'ai un rapport au son. Je pense que je monte au son par mes films. Je regarde quasiment pas les images, mais les coupes je les fais au son. Donc le son est extrêmement important et très important dans ma vie. Les films que je préfère, souvent je les écoute plutôt que de les regarder. Je peux me mettre en permanence. Quand je conduis, je peux écouter un film. Donc en fait, le son est vraiment quelque chose, une base même comment dire, d'inspiration. Et quand tu disais ça, oui, c'est vrai que maintenant on se connaît bien avec Marion. Donc au début, elle était un peu circonspecte parce que je l'enregistrais beaucoup, mais il n'y a aucune trahison. Enfin voilà, il n'y a pas du tout mais c'est juste que souvent ça m'aide après quand j'oublie quelque chose ou quoi. Et puis des fois, c'est simplement des vraies situations de vie. Mais alors là, c'est des choses plus intimes que j'enregistre pour juste m'en souvenir. Voilà, mais rien à voir avec Anatomie, je le précise. mais c'est ouais, disons que la matière réelle, quand tu parles de réalité, après, il s'agit pas de... Ça m'intéresse pas d'aller trahir, voilà, et juste d'aller reproduire exactement la réalité. Je trouve ça pas beaucoup d'intérêt. Mais ouais, de plus en plus que j'écris des films et tout, de plus en plus je me rends compte que c'est vraiment... c'est comme ça que je me mets au travail, c'est comme ça que j'arrive à m'y remettre quand j'y arrive pas. Ça passe toujours par le son, en fait. Et les cinéastes que je préfère ont des bandes son extraordinaires, des façons de jouer. Les acteurs, je les écoute plus que de les regarder. Enfin, je les regarde évidemment. Attention, j'adore l'image, mais je trouve que par exemple, pour donner un ordre précis, quelque chose de très précis, je trouve que les scènes, la joie ou la tristesse, la très grande violence, vous pouvez avoir une image qui est assez déceptive. Si le son, vous le retaquez, en fait, il est bon, vous pouvez tout faire croire, en fait. Et ça, c'est... Bon, on le voit d'ailleurs dans un film incroyable, je crois, c'est dans Blowout de Brian De Palma, où on le voit que la scène est cata, et qu'il essaie de faire un cri à une femme, et il n'arrive pas à crier, et finalement, il utilise le vrai cri... dans une situation réelle documentaire qui met dessus. En fait, c'est vrai que il y a vraiment un truc qui peut pas tricher sur le. En fait, il y a quelque chose où tu peux pas tricher sur le son. Le son, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Moi, il y a rien qui m'émeut plus que de retrouver un truc de. Des fois, j'ai enregistré des amis il y a des années. Je réécoute une blague ou un truc. C'est 10 fois plus fort pour moi que. Bon, on le vit. Le son, quand tu dis le son, c'est la voix. C'est la voix, oui, pardon. Il y a le piano, il y a le montage, mais la voix, et ça va encore avec... j'ai l'impression que tes films sont des films de l'intérieur, en fait.
ça dit, enfin, c'est des personnages qui parlent, c'est des personnages qui se racontent, c'est des personnages qui tentent de raconter des... Oui, tout à fait. Et que même là, je sais que... Mais des fois, ça peut être un murmure. Enfin, je pense évidemment à Opening Night de Cassavetes, où il y a cette voix extraordinaire de Gina, et qui est vraiment, à mon avis, un des trucs les plus forts. Le film est incroyable, mais vraiment, la manière dont elle s'exprime au début, juste de manière la plus intimiste, elle pourrait être chez le psy, elle pourrait être, je sais pas, même plus que le psy. Il y a quelque chose, elle te parle vraiment de ton âme à ton âme, quelque chose de très, très, très... ouais, c'est vrai que ça, quand tu arrives à ça avec des acteurs, c'est l'essence du cinéma, quoi. Donc, on peut lancer l'extrait suivant, qui est un extrait de Sibylle. Waouh. Mais c'est marrant parce que quand j'ai tourné ce film, j'ai pas du tout imaginé qu'elle m'imitait. Après, elle m'a dit oui, je t'ai imité. Bon. Mais c'est vrai que j'avais déjà entendu ce truc qui est un peu un espèce de cliché, comme quoi les acteurs, en fait, quand ils savent pas comment jouer, ils imitent le réal, quoi. Genre, non, mais là, c'est vrai que c'est très comique parce qu'en plus, le matin même, avant de tourner cette scène, c'est un enfer. On a un voilier qu'on a que 2 jours. Le mec est fou. Il veut pas qu'on touche à son bateau. Enfin, rien ne va. Et effectivement, moi, le matin même, il y a Adèle, je crois, qui me dit « Oui, mais t'es sûr que tu veux que je sois en maillot de bain ?» Enfin bref, tout est déjà complètement dingue. Avant même, tout le monde a mal au cœur. Plein de gens vomissent encore plus dans la réalité que sur le tournage. Donc à chaque fois qu'on coupe, tout le monde vomit. Le mec veut plus qu'on aille dans ses toilettes. Donc vous imaginez, tout le monde fait tout ce qu'il faut, aussi dans des seaux. Enfin bref, c'est délirant. Et donc effectivement, c'était très comique de vivre finalement une scène qui était presque plus chaotique dans la vraie vie que dans ce qu'on tournait. Mais oui, c'est vrai que c'est un fantasme de se barrer de son tournage, des fois, évidemment, quand on n'y arrive pas et quand il y a... Ouais. Mais surtout, moi, je t'ai vu travailler, donc je pense qu'il y a aussi... ça ressemble un peu à ça, ton plateau. Non, je suis pas comme ça. Non, mais je suis beaucoup plus cool. Moi, non, j'adore les acteurs, je suis pas en train de le... Non, mais c'est sûr que oui, là, j'ai un peu poussé les curseurs parce que cette femme, visiblement, est dans un état... voilà, elle est pas bien. En plus, elle sort avec l'acteur, qui lui-même sort avec l'actrice. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. Il y a un... Mais... Puis, il y a écrit sur le clap 22 prises. Tu fais beaucoup de prises. Je fais beaucoup de prises, ouais. Non, mais c'est vrai, c'était très amusant à faire ça. Quoi dire ? Ce que je trouve assez faux, c'est que tu es capable d'énormément d'autodérision. Parce oui, qu'il y a quand même quelque chose qui te ressemble, même dans l'organisation, les places de chacun, le premier assistant, Virginie, qui est dans le film, qui est la psy de la comédienne et qui se met à diriger la scène. Il y a un truc de l'organisation de ton plateau, je trouve, et c'est un compliment, parce que c'est très, très vivant, tes plateaux. C'est très organique, comme ça. Qu'est-ce qui te plaît dans ça ? Parce que j'ai l'impression, c'est pas toujours le cas. Il y a des scènes où je suis très très en retrait et c'est vraiment des conversations avant. Mais c'est vrai que des fois, j'ai le sentiment qu'il faut créer une atmosphère vraiment parce qu'elle n'existe pas, quoi, que ça vient pas ou que c'est pas qu'il y a quelque chose que je ne peux pas attendre en fait des autres. Donc, mais je me souviens de Virginie sur Victoria qui m'avait dit, tu sais, tu n'es pas obligé de faire le clown toute la journée. Et là, on se connaissait à peine et elle s'était dit mais elle est complètement givrée, elle a besoin de énormément déplacer de choses pour et je me souviens très bien de m'être dit ah oui en fait c'est intéressant, mais ça dépend tellement des actes. De toute façon, je trouve que c'est ça que j'adore dans le fait d'être sur un tournage, c'est que c'est tout le temps différent. Là, c'est très particulier sur ce film parce qu'il y a beaucoup d'acteurs avec des identités très très différentes. Donc du coup, moi, je surfe. C'est vraiment c'est une des expériences les plus intenses que j'ai eues en termes de... Parce que les gens sont très très différents. C'est pas du tout les mêmes manières de fonctionner. Donc c'est vraiment un truc de schizophrénie un peu, mais que j'adore faire. Avec la langue d'ailleurs. Avec la langue, voilà, qui est, je crois que c'est un de mes premiers films où j'ai commencé à mélanger. Ah non, c'était déjà le cas, je crois, ouais, en fait, c'était déjà le cas avant. Mais pas autant. Mais là, c'est vrai que c'était... Mais ça incarne, je pense, le truc de la langue, évidemment, la manière dont on n'arrive pas à se comprendre, dont on essaie de temps d'être... Évidemment, il y a ce truc de... Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que il y a quelque chose de très, très, très important pour moi à mettre une certaine atmosphère. C'est vrai, à chaque fois. Sur Anatomie, c'était encore très différent, mais...
Et puis c'est très, très, je trouve très démocratique pour utiliser. Ouais. C'est-à-dire que tu consultes beaucoup, tu écoutes c'est un petit beaucoup, défaut, même ça. si, même Ouais, si, je demande l'avis à tout le monde, tout le temps. Donc c'est vrai que des fois ça agace des gens parce que on perd beaucoup de temps à prendre l'avis de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a en fait, le doute est très très important sur le plateau pour moi. Et quand j'étais plus jeune, c'était vu, je pense, par mon équipe comme quelque chose d'un peu d'une forme de faiblesse. Et maintenant, je pense que j'ai réussi finalement à le faire accepter à mon équipe. Mais pour moi, c'est un terrain de recherche. C'est pas forcément faire de plus en plus de prises pour épuiser les acteurs ou les mettre. C'est vraiment accepter que les choses. Voilà. Des fois, ça arrive que j'ai fait 2 prises parce que c'était super. Mais c'est vrai que si c'est arrivé une fois, je crois, sur Anatomie une fois. Mais non, mais pas là. mais c'est vrai que suivant les acteurs, les actrices, je sais que moi c'était. On en rigolait des fois avec les monteurs. C'est-à-dire que je crois que Virginie c'était toujours la 5 ou la 6. Certains. Sandra c'était la première ou la 7e ou la 8e, je crois. Mais c'était tout le temps vraiment étonnant ce truc de. C'était presque une espèce de routine, de chemin à trouver ensemble. Et après, moi, j'adore quand on s'amuse et quand on va chercher dans des endroits qui ne sont pas du tout prévus, quoi. Voilà. Ce qui est, enfin, là, tu vas. J'ai choisi aussi cet extrait parce que c'est un film dans le film et que dans tes films, il y a une obsession aussi de la création. Je trouve tes films parlent beaucoup de création, de l'appartenance d'une idée, de l'origine d'une idée. Voilà, Sandra écrit un livre, Sibylle, Virginie, qui est Sibylle, pille la vie de sa patiente pour en faire un livre. Qu'est-ce qui t'intéresse tant dans l'idée de... En fait, c'est des personnages... C'est vrai que je me suis toujours démerdée pour faire des personnages qui avaient un avis sur le monde, entre guillemets, enfin, qui avaient une forme de vue. J'ai refusé de faire des personnages qui étaient juste mus par voilà, leur statut de mère ou de travailleuse, mais genre dans un truc... J'avais besoin d'avoir quelque chose qui m'amène vers une macération, quoi, quelque chose qui vient travailler vraiment la question de la fiction, la question de se raconter, de regarder le monde et d'avoir un avis là-dessus. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un truc purement... Enfin, c'est une projection de moi, évidemment, quoi. Mais... Enfin... que je déforme parce que j'ai pas envie d'écrire juste des cinéastes, quoi. Mais en gros, évidemment que ça vient de ça et que ouais, c'est bon, je l'ai vu, on l'a beaucoup vu dans une cinéphilie plus chez des hommes en tout cas, qui pensent le monde, qui regardent le monde, qui l'analysent, qui l'abîment, voilà, et on l'a peut-être un petit peu moins vu aussi chez des femmes. Donc c'était moi en plus c'est vrai que j'ai commencé à faire des longs métrages, j'avais déjà un enfant, donc du coup tout ça s'est mélangé en fait, la manière de filmer. J'aime pas du tout ce mot maternité, mais le truc, l'idée de finalement élargir un tout petit peu le prisme de comment est-ce qu'on regarde finalement une femme qui aurait un enfant et qui serait évidemment mue par 1000 autres choses, quoi. Et ça, c'est une chose que je trouve passionnante parce que en fait pas tant traité que ça en fait c'est souvent binaire, c'est souvent très chiant. Elle a des enfants mais elle bosse pas, ou elle bosse, elle a des enfants, c'est pas très passionnant en fait. Donc en fait c'est vraiment cette idée de comment est-ce que tu peux aussi investir ce terrain-là en élargissant un tout petit peu le regard là-dessus, quoi. D'ailleurs, Sibylle, c'est aussi ta rencontre avec Sandra Hüller. Ouais. Est-ce que quand tu tournes Sibylle, tu te dis le prochain film c'est avec elle? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je crois que tous les gens, mais notamment je crois que ça s'est passé sur cette scène, que ce soit Adèle Exarchopoulos, Virginie Efira qui m'en a reparlé, tous les acteurs ont été vachement impressionnés parce qu'elle était très très timide. Donc pendant quelques jours on était à Stromboli et elle était très secrète, on la voyait quasiment jamais. Je me demandais même si ça allait, donc elle était vraiment extrêmement secrète et tous les autres étaient vachement en connexion. Et c'est vrai que cette scène-là, c'est comme si elle était née en fait un peu pour tout le monde. Et il y a eu vraiment une espèce d'avant et d'après cette scène en fait. Et après, oui, déjà on avait eu une connexion très forte en fait juste quand on s'était rencontrés. Et je sais pas, il y a un truc, on se ressemble aussi à un endroit. Mais c'est pareil avec Virginie, c'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est des espèces de connexion très forte en fait, où à un moment donné,
Voilà, on se comprend très bien, on arrive à rentrer un peu dans le cerveau des uns et des autres. Et voilà. Et c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup touché aussi chez elle, c'est que souvent les acteurs comme ça, assez importants comme ça, peuvent un peu être vexés d'avoir des petits rôles. Et elle, absolument pas. Elle a investi son rôle de manière très très forte, alors que c'était vraiment, elle avait très peu de jours de tournage. Donc c'était assez étonnant pour moi. Et puis après, ouais, j'ai pensé à elle et je me suis dit, voilà, mais c'est né aussi, franchement, du projet lui-même, de l'identité d'Anatomie, où il fallait une étrangère. Et d'un coup, je dis, bon, bah, voilà, ça va être. C'est l'occasion de retravailler encore et de voilà, de faire ça ensemble. Et évidemment, c'était encore très différent, mais comme de la même manière que Victoria, je pense que j'étais extrêmement timide. Et donc, les 3 premières semaines de tournage, j'étais vraiment à chier, je pense, parce qu'en fait, j'étais trop timide. Virginie était trop timide. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a été vraiment brisé. Et là, ça devenait intéressant, et encore plus Sybille. Et de la même manière, après, avec elle, en fait, il y avait un truc qui était déjà comme une histoire d'amour qui avait déjà commencé. Donc, ouais, moi, c'est vrai que j'ai une relation assez passionnelle aux acteurs, parce que je minimise, et de moins en moins en vieillissant, je minimise de moins en moins, c'est extrêmement important. Et tous les grands cinéastes qui te disent, oui, le scénario, la caméra, évidemment, c'est génial quand il y a les deux, mais quand t'as pas l'acteur, quand t'as pas cette chose incroyable que l'acteur te donne, ou la connexion qu'il faut, rien ne se passe, quoi. Donc je suis tellement... encore plus maintenant, là je suis en train d'écrire et je me dis c'est fou, je réalise à quel point tout ça est rien si à un moment donné il n'y a pas une espèce de truc qui se produit d'alchimie très très puissante. Pareil d'histoire d'amour, quand il y a des histoires d'amour entre acteurs, ce qui m'est déjà arrivé sur des plateaux, c'est complètement fou ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors même quand c'est pas d'histoire d'amour, parce que je sais que par exemple sur Anatomie il y avait la première fois que j'ai vu Sandra Hüller et Swan Arlo, ça fait pchit direct. J'ai vraiment impressionné parce que c'est pas qu'avec les autres acteurs ça se passait pas bien, mais il y a eu une espèce de truc où c'est comme si il y a quelque chose qui s'allumait, et donc tout ce que moi j'avais écrit se portait là, en fait. Et de la même façon, je me souviens quand Lacoste et Virginie Efira se sont rencontrés, où il y avait un truc tout de suite, on a dîné ensemble, j'ai dit, ah, c'est cool, putain, ça c'est une part qui va pas où ça sera un truc à accueillir, quoi, mais pas... Et je trouve que de minimiser ça, voilà. Mais c'est pas toujours le fait que les gens soient ensemble. Des fois, ça peut être même très intéressant quand il y a une espèce de désir très fort, mais que les gens soient pas ensemble. Mais je trouve nier cette chose-là, je trouve que c'est une énorme connerie. Et dire que tout est possible, une espèce de je sais pas comment dire. Je trouve oui, évidemment que ça joue, en fait. Et je parle pas du fait qu'il faudrait être ensemble ou quoi. Mais je parle de ce truc de tout ça, c'est des fluides, quoi. À un moment donné... Tes films sont aussi des portraits de femmes, enfin, c'est des films de personnages. Ouais, ouais. Donc l'incarnation, c'est essentiel. Oui, et le lâcher... Enfin, le fait de totalement... Voilà, d'aller au-delà du jeu, quoi. Et ça, c'est un truc qui n'est pas facile. Ça dépend des acteurs, mais c'est pas facile. D'un coup, c'est un truc de... Tout ça, c'est que des histoires de confiance. Tout le temps. Et moi, chaque fois, quand je refaisais un film avec une comédienne avec laquelle j'avais déjà travaillé... À chaque fois. Là-dessus, c'est pas mal parce que tu joues beaucoup sur le plateau avec elle. Mais à chaque fois, il y avait ce truc de confiance. Je me souviens très bien de Virginie qui me disait, bon, maintenant j'ai confiance pour faire des scènes de sexe sur mes films, parce qu'elle me disait, je sais que tu vas respecter mon corps, ma manière d'être, etc. J'ai confiance, en gros. Et donc, c'est pas qu'elle me montrait plus de peau ou de quoi, c'est juste qu'à un moment donné, enfin en l'occurrence si un peu, mais c'est vraiment l'idée de la confiance. C'est-à-dire qu'il y a un truc, parce que l'intérêt du réal n'est pas d'aller voler des choses, en fait, aux acteurs. Enfin, voler des choses aux acteurs, bon, ça arrive des fois, hein, des toutes petites choses qu'on arrive à voler, mais c'est pas très intéressant, en fait. Ce qui est vraiment fort, c'est quand il y a un moment donné un espèce de... Ouais, enfin, je me souviens vraiment d'une scène en particulier, effectivement, de Virginie sur Sybille, où elle pleure dans un cinéma, et où à un moment donné, je l'ai vue pleurer, on a dit couper... Enfin, je l'ai vue pleurer, faire son rôle d'actrice, de pleurer, à un moment donné... être totalement submergée par un état vraiment bizarre, et après ne plus s'arrêter de pleurer, même on coupait, etc., dans un état vraiment au-delà. Et évidemment que c'est ces trucs-là qui sont... mais elle m'a dit, je te le donne parce que c'est toi, parce qu'il y a quelque chose de confiance. Tout ça, c'est que lié à ça, en fait. Et c'est tellement lié c'est tellement lié à l'amour, en fait. C'est tellement lié à ça, en fait. C'est que je trouve ça étrange de nier cette chose-là. Voilà. Bref. Non, c'est beau ce que tu dis. On va passer à l'extrait suivant, et qui est un extrait de Anatomie d'une chute.
tellement riche cet extrait parce que c'est là encore il y a tout ton cinéma. Ouais, c'est ma peur, c'est que genre quelqu'un meurt et que genre son psy vienne m'accuser genre de. Non mais c'est effrayant parce que tu te dis effectivement le psy c'est le mec qui peut te tuer quoi. C'est-à-dire que tu lui révèles tellement de trucs. Non mais c'est génial. Puis bon, il est super lui parce qu'il est tellement délicat dans sa... C'est vraiment un monstre parce qu'il est très gentil mais il est monstrueux avec sa gentillesse quoi. Ouais je dis. Mais c'est ce qui est frappant. Enfin, j'ai regardé dans l'ordre La Bataille, Victoria, Sibylle et Anatomie pour préparer ces discussions. Et je me suis dit, tiens, bon, ce qui est fou, c'est que c'est un film totalement de rupture et en même temps une continuité par rapport à tes films précédents, mais de rupture dans le ton. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais pris au sérieux absolument toutes les thématiques de tes films précédents. Qu'est-ce que tu... Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'en plus, bon, c'est toi qui m'en parles aujourd'hui et tu sais très bien qu'on a eu une discussion juste après Sibylle. Moi, j'ai accouché d'un bébé et après, on s'est vus. Et c'était une discussion très importante où, en fait, tu m'as dit, voilà, en gros... Je m'attendais pas. Est-ce que tu veux pas faire un film où tu assumes de faire un film de genre, quoi, aussi, enfin, d'y aller, quoi, de pas forcément être sur 15 000 genres, etc. Et c'est vrai que moi, la sortie de Sibylle avait été compliquée. C'était un film qui avait pas eu exactement le même... je sais pas, s'était passé un truc étrange dans la réception. Des gens qui adoraient ce film et des gens qui le détestaient, donc c'était complexe. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de remise en question très forte aussi, de me dire, bon, peut-être qu'il faut que je lâche un peu enfin, que j'aille vers quelque chose de plus... d'avoir moins peur, finalement, de faire un film plus dangereux, plus flippant, plus... Et après, le film, évidemment, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire, effectivement, c'est un film je pense que c'est le film que j'ai fait qui parle le plus de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est, en fait, que cette chose qu'on essaye d'approcher, de toucher, et qui souvent est impossible à résumer, puisque c'est souvent une question subjective, mais ouais, c'est un film où je sais pas, j'ai des choses qui ont été qui se sont, je sais pas comment dire, c'est difficile de pouvoir analyser ça en fait. Ben, c'est un film en tout cas qui parle du couple, qui en parle, mais comme beaucoup de tes films, mais qui en parle d'une certaine façon. En fait, c'est Anatomie d'un couple aussi, un peu. Et je trouve que et puis surtout, cet extrait, c'est assez frappant, c'est-à-dire l'inversion des rapports homme-femme, et tu pousses tellement le curseur loin, là, c'est-à-dire que on l'accuse de choses qui seraient des qualités chez un homme, c'est-à-dire là, ce dont l'accuse le psy, qui aurait fragilisé Samuel, c'est ce qui pourrait être des qualités chez un homme. Tu l'as pensé comme ça en l'écrivant, c'est-à-dire en disant je vais m'amuser avec ça On s'en est amusé, mais franchement, c'était des questions qui étaient déjà dans ma vie, en vrai, parce que, moi j'ai 46 ans, je pense que depuis que j'ai eu mon premier enfant, je l'ai eu à 30 ans, et toutes ces questions-là étaient déjà là, en fait. En plus, je partage ma vie avec un réalisateur, donc du coup, évidemment que ces questions-là, elles étaient là, mais pas organisées aussi bien, parce qu'un film, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu organises le chaos de la vie, quoi. Donc tu le rends beaucoup plus... C'est ça qui est génial dans le fait de faire des films, c'est que tu ranges ta chambre, quoi. Donc il y a un endroit où t'es... Voilà, c'est pas aussi flippant que la vraie vie, quoi. Donc... oui, évidemment que ces questions-là ont été importantes. Elles ont été importantes même dans ma famille, bien avant moi. Moi, j'ai été à la fois élevée par une maman, mais aussi par ma grand-mère, qui était une femme complètement... Même le mot féministe n'existait pas, parce que c'était pas sa culture. Elle venait pas d'un milieu assez éduqué pour penser ces choses-là de manière théorique. Mais c'était une femme qui tenait tout, quoi. Donc toutes ces questions-là, évidemment, de la place de l'homme, la femme, sont là depuis, voilà, de manière assez étrange, en fait. Le modèle était presque plus moderne chez ma grand-mère que chez ma mère. Donc voilà, mais il y a toujours ce truc de passer d'une génération, enfin de recouper la génération, souvent, que je trouve passionnant, la génération d'avant. Non, c'est des questions qui sont évidemment ultra importantes dans ma vie, et que voilà, dont on s'est amusé, Arthur et moi, parce qu'on l'a coécrit, et qu'Arthur... voilà, mais c'est vrai que, notamment, je ne sais pas si tu faisais référence à ça, la scène de la dispute dans Anatomie, qui est vraiment la scène que les gens retiennent peut-être le plus. C'est vrai que cette scène, c'était un peu un match aussi à écrire avec Arthur, parce que moi, je voulais rien lui lâcher, et lui non plus, mais on l'a fait avec beaucoup de sourire et d'amusement. C'était pas une bataille
comment dire, oui, mais évidemment qu'on était conscient, ouais, complètement. Pour te répondre, ouais, on était hyper conscient du fait que, ouais, on jouait avec ces codes-là et que, ouais, et d'ailleurs, il y a certaines phrases que dit Sandra, que si c'était lui qui les disait, qui serait d'une misogynie ignoble. C'est-à-dire que si c'était un homme qui disait, voilà, j'ai jamais vu un écrivain ne pas écrire parce qu'il a des courses à faire. Bon, tu fais dire ça à un mec, un mec qui dit ça à sa nana, c'est toute l'histoire des femmes, quoi. Donc c'est compliqué de dire ça à une femme, qu'elle le dise. Donc on s'est amusé aussi à pousser en fait à des endroits des choses un peu limites en fait. Ce qui est rigolo, c'est que les gens la trouvent méchante. De fait, oui. Souvent on nous a dit. Mais alors suivant les endroits où le film a été vu, c'est vrai que les réactions étaient complètement différentes, vraiment. Notamment en Espagne, c'était étonnant, vraiment. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais elle est monstrueuse, cette femme. C'était vraiment rigolo. Il y avait des endroits comme ça où vraiment... Mais c'est vrai que c'est... Je crois que ce qui relie tout le monde, c'est l'histoire du temps, en fait. Parce que c'est vrai que ce truc du temps, c'est quelque chose qui est irréparable. Tu peux pardonner tout à quelqu'un, mais quelqu'un qui t'a pris 10 ans de ta vie, bon, voilà. On en est tous là. Enfin, c'est toujours cette question-là qui nous... Je me disais que quand même, tu as été très... Est-ce que tu as été influencé parce que tu as écrit ce film pendant le Covid, et puis il y avait eu un peu de temps avant tous ces débats autour de MeToo, plein de thèses, de théories, de réflexions. Moi, j'ai l'impression que tu as espèce d'intériorisé tout ça et que tu as tout ressorti et de façon assez... pas du tout manichéenne, justement. C'est très ambigu. Voilà. Moi, vraiment, d'ailleurs... Je trouverais ça horrible de démarrer un film en se disant, oh là là, je vais faire un film sur MeToo, je veux dire, ça ne se passe pas comme ça pour moi, c'est toujours imprégné. Mais c'est vrai que par contre, ces questions-là étaient là depuis, je sais pas, quelques années. Mais ça passe toujours par l'intime pour moi dans l'écriture. Mais évidemment que ces questions-là étaient hyper là partout, que tout le monde se poser des questions sur le fait d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, de faire une famille, de ne pas avoir de famille. Ça, c'est des choses qui devenaient très, très, très modernes et qui étaient franchement étonnantes, quoi, qu'on n'entendait pas tant que ça 10 ans, pas tant que ça 10 ans avant, quoi. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que Sandra, elle dit, dans la scène de la dispute qu'on n'a pas montrée ici, mais elle lui dit je ne crois pas en l'égalité dans le couple. C'est des conneries, elle dit. Mais non, mais j'avoue que ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup dite pour le coup dans la vraie vie, mais mais ça m'a valu des gros problèmes. Mais non, c'est vrai que je m'en suis sortie pas mal de fois dans ma vie en disant ça à des mecs parce que quand ils me reprochaient des trucs, je dis mais je crois pas en ça. Je trouve que c'est assez laid l'idée de tout diviser parfaitement dans le couple, etc. Je trouvais ça assez médiocre. Bon, après voilà, dans la réalité, c'est vrai que j'ai un peu évolué là-dessus et que c'est quand même bien qu'il n'y a pas trop une énorme inégalité entre les deux. Mais oui, mais c'est tout le problème. Mais c'est comme ce que tu me disais, est-ce que tu as pensé à MeToo en écrivant? C'est-à-dire que si tu te dis, tu fais ton couple, à dire bon bah alors voilà chérie, on va faire exactement la moitié. Toi, enfin, je veux dire, franchement, c'est un tue l'amour. Hein. C'est comme si tu divisais ton lit avec au millimètre près. Voilà. Et après, évidemment, on sait que malheureusement, dans la vraie vie, il y a évidemment des couples où les différences sont tellement horribles que là, on parle pas de ça, hein, évidemment. Là. Mais là, le déséquilibre insupportable dont parle Swan, c'est presque une façon de rééquilibrer la place de la femme, en fait. Enfin, tu déséquilibres quelque chose pour, je sais pas comment le dire, mais pour revendiquer un équilibre à un autre endroit. Donc tu pousses le trait. C'est que je pense que c'est très compliqué quand même pour Sandra dans le film et puis pour les femmes en gros si tu n'imposes pas cette chose-là, en fait, elle viendra pas de soi, en tout cas, elle viendra pas naturellement, quoi. C'est très rare, je veux dire, Mais en fait, on parle du couple, on pourrait même parler d'amitié. Enfin, à un moment donné, c'est toujours ce truc-là, c'est comment est-ce que c'est vraiment délicat. Après, c'est très différent quand tu es un couple et quand tu es un couple avec enfant ou pas enfant. Tout ça est très très différent. Évidemment, beaucoup plus libre, surtout quand tu n'as pas d'enfant. Mais sur ce truc de place, de comment est-ce que tu assignes quelqu'un une place ou quoi. Mais ça a influencé quand tu parles du film avec Sandra avant de commencer à tourner. Vous parlez de ça? Vous parlez de son personnage? Ouais. Alors Sandra, on parlait pas tant. Enfin, on parlait un peu, mais. Ce qui est intéressant dans ce genre de film, c'est qu'en fait, très vite, la morale arrive. Mais même, je me souviens de Virginie Efira qui m'avait dit sur Sibylle qu'elle l'a trouvée détestable, en fait, cette femme. À des moments, elle me disait, mais c'est pas possible, tu peux pas faire un enfant, un mec dans son dos. Je dis, si, tu peux. Et c'est même intéressant voilà. Mais je me souviens très bien de ce moment où elle disait, mais je ne sais pas comment jouer
comment jouer cette partie-là du film, parce que pour moi, c'est trop immoral, je peux pas lui pardonner. Donc c'est vraiment... Et pareil pour Sandra, elle me disait, mais cette femme ne peut pas être dans la même pièce que son enfant en disant certains dialogues. Donc c'est marrant, c'est souvent des scènes avec des actrices et des enfants dans la même pièce, ou des actrices dans un rôle de mère, où souvent je me suis retrouvée dans des situations de pas du tout avoir la même idée morale de ce que doit être une mère et d'une femme. Et c'est hyper intéressant parce que c'est toujours des discussions qui t'amènent à des trucs. Voilà. Et après, moi j'aime bien casser toute la morale avant de tourner, même si j'en ai une évidemment. Mais je veux dire, ça m'embarrasse plus qu'autre chose de devoir ramener la morale sur un plateau. Évidemment qu'elle existe, évidemment qu'il y a des endroits où elle revient, mais justement elle existe trop pour la valoriser chez l'acteur qui l'amène. Je sais que, je me souviens très bien aussi de Sandra qui me disait, je veux pas pleurer au tribunal, je veux pas pleurer, je veux pas me maquiller. Elle doit pas être maquillée, elle doit pas pleurer. Et je dis bon, pas maquillée, je comprends, c'est intéressant, c'est presque plus moderne que la nana qui aurait effectivement un autre visage, machin. Mais par contre, pleurer, elle avait dessiné au début un personnage un peu trop froid pour moi, trop en réserve, etc., que je trouvais pas être ce personnage-là. Qui m'intéressait, je veux dire. En fait, c'est une construction à chaque fois. Mais en tout cas, la question de la morale est à chaque fois hyper intéressante. Qui sont des questions même que je dirais, coupables ou innocentes. Enfin, c'est des curseurs auxquels tu ne réponds pas d'ailleurs dans le film. Enfin, toute la campagne américaine était presque basée là-dessus. Est-ce qu'elle est coupable? Et ça aussi, c'est des questions de morale sur lesquelles tu ne tranches pas. Et dans Civil, de la même manière, est-ce qu'elle est coupable d'avoir fait cet enfant vraiment de manière... Enfin, en fait, c'est... ouais... C'est bien parce qu'on va passer à l'extrait. Non, mais ce qui est... Pardon, juste pour finir, ce qui est fou, c'est qu'on a... Moi, toute ma cinégénie de mon enfance, de mon adolescence, Le Parrain, Coppola, tout ça, c'est quand même des mecs qui sont dans une immoralité absolue et on ne questionne jamais ça. C'était des modèles, en fait. Et c'est fou que là, on est sur des exemples complètement 10 fois moins... on parle pas de gens qui ont tué des gens, quoi. L'endroit de la morale, pour toi, un film, c'est pas l'endroit où on doit déposer une morale, mais c'est presque un geste politique, je trouve. Enfin, tes personnages, au fond, sont très politiques parce qu'ils créent du débat. Enfin, en tout cas, Sandra, on a beaucoup débattu autour de sa figure, de quelle femme elle représente. Et est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce type de personne? Oui, ce qui est horrible chez Sandra, c'est qu'en plus, elle incarne un personnage extrêmement libre qui, finalement, est quasiment est mis dans une boîte, quasiment emprisonné parce qu'elle est libre. Donc c'est très très... c'est d'autant plus violent. Ouais. On va lancer un extrait de Sibylle. Bon, c'est émouvant parce qu'évidemment, en plus, c'est des enfants que je connais bien. Donc, là, c'est pas ma fille, mais... Ouais. Oui, c'est la fille de ta meilleure amie, c'est Jean. Je le trouve incroyable cet extrait parce que, et surtout, j'ai l'impression que ce zoom sur cette photo à la fin et la place que tu donnes aux enfants de film en film. Tu as filmé tes enfants dans la bataille de Solferino. Jean est ta fille. Jean, je l'ai filmée depuis qu'elle est bébé parce qu'elle est dans la bataille. Effectivement, c'est la fille de ma meilleure amie. Ils font partie du chaos. Moi, la phrase qu'elle dit, c'est une phrase que j'ai pensée moi quand ma première fille est née. J'ai l'impression que c'était une étrangère, je la regardais. Donc en fait, c'est vrai que là, en plus, c'est vraiment, je pense, un des extraits les plus intimes du coup. Mais ça, c'est presque la naissance d'Anatomie, parce qu'en réalité, c'est vraiment l'idée que les gens qui nous entourent ne savent pas qui on est, on ne sait pas qui ils sont. Et honnêtement, j'ai encore plus cette sensation-là maintenant avec mes enfants. Plus ils grandissent, en fait, plus il y a des zones tellement de non, pas de non-dit, mais parce qu'on parle beaucoup, mais d'inconnus, quoi, vraiment, de choses. Mais que toi, tu leur caches. Tu t'avais dit que Anatomie, c'est vrai que le début d'Anatomie, c'est en pensant à ta fille que tu as eu l'idée d'écrire ce film. Ma fille qui était là, et je me disais, elle sait pas grand-chose, en fait, de ma vie. Bon, après, moi, j'ai une famille très, très complexe, très éclatée, avec 10 000, c'est tentaculaire, quoi. Donc, du coup, il y a plein d'histoires que je peux pas raconter forcément, etc. Mais donc, elle connaît certaines choses. Mais donc, du coup, il y avait aussi ça qui jouait, évidemment. Ouais, il y a toute l'idée aussi, comment tu protèges tes enfants, quand en même temps, tu peux pas les protéger de certaines choses. Enfin, voilà, mais bon, c'est hyper... ça se transforme en psychanalyse, en fait, cette... mais juste, j'ai pris cet extrait parce que pour moi, c'est un film de bascule, là encore, parce que le film d'après, tu vas carrément mettre l'enfant au centre de ton projet de cinéma. C'est l'enfant qui détient presque une sorte de vérité.
Ouais. qui a presque le pouvoir de sauver sa mère ou pas. Ouais. Donc comment, parce qu'au début, dans la bataille, etc., on a l'impression que des enfants, on ne sait pas trop où les mettre, on ne sait pas comment les gérer, c'est presque des empêcheurs. Enfin, les femmes ont l'air débordées dans tes films par leurs enfants. Alors il y a des babysitters, il y a des. Mais là, dans celui-ci et après dans Anatomie, c'est carrément là tu mets Milo au centre du projet et c'est ça que tu y as pensé à ça, c'est-à-dire comment t'as. Je veux dire, le fait que ça devienne de plus en plus. De plus en plus présent dans tes films jusqu'au point de. Moi, je pense que j'avais peur de faire jouer des enfants tout simplement parce que je savais pas comment faire, donc j'étais effrayée par l'idée. Et donc avant, pour moi, c'est vrai comme des petits animaux, c'est-à-dire qu'ils étaient là, mais quand tu es tout petit, quand ça a 6 mois, 1 an, c'est vrai que c'est pas du tout pareil, la même manière de travailler avec eux. Là, évidemment, c'est des vraies personnes, donc ça devient. Moi, j'adore ça, c'est hyper intéressant et très très excitant. Et après, dans le fond du truc, bah oui, il y a ce truc putain, comment passer en fait du truc de l'innocence comme ça au fait de porter tout d'un coup un petit fardeau, quoi. Qu'est-ce que tu laisses de ce que t'as pas résolu de la vie ou de ce que tu as résolu à ton enfant, quoi. Bon, question évidemment hyper universelle et que plein de gens ressentent, quoi. Donc mais que je trouve passionnant. Et c'est vrai que le fait de travailler avec des enfants, c'est particulièrement cela parce que bon, Jean, c'est vrai que je la connais très bien, c'est comme ma fille. C'est super chouette parce que c'est très proche, quoi. Milo, c'était très intéressant et très différent, mais il a fallu vraiment que je pénètre dans une nouvelle famille et que vraiment je rencontre et que je comprenne tous les codes pour vraiment qu'on soit très proche et qu'on arrive à travailler ensemble de manière super, quoi. On peut passer d'ailleurs l'extrait suivant où on va voir Milo dans Anatomie d'une chute. Daniel, donc Milo, qui est là. On parlait tout à l'heure de Sandra et de l'inversion des rapports hommes-femmes. Et là, quand je le vois et quand on l'a rencontré. Inversion des rapports adultes-enfants. Ouais. Bah non, mais Milo, pour moi, d'ailleurs, en le regardant, je me dis que c'est pas un enfant, c'est un adulte, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé avec lui comme un adulte. C'est évidemment un enfant, mais je veux dire, c'était déjà. On a travaillé de manière complètement. C'était vraiment une expérience incroyable pour moi de pouvoir. Parce qu'en fait, tout est nouveau pour lui, donc il découvre tout, et à ce moment-là, et donc moi, je suis évidemment d'autant plus vigilante que c'est un enfant, mais en même temps, étrangement, il me dit traite-moi comme un acteur, en gros, donc comme un acteur adulte, quoi. Donc c'est vraiment. Voilà, puis ça a été vraiment évidemment une expérience dingue. Et honnêtement, je me souviens quand on était en casting de ce rôle, on ne trouvait pas, et à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être qu'on a écrit un truc qui ne marche pas, en fait. C'était fou quand on l'a rencontré, parce que voilà, il avait ce truc spécial, quoi, de connexion, en fait, très forte avec le langage et le. Voilà. C'est ça, le langage, quoi. Ouais. Il s'exprime presque comme un adulte, quoi. Donc, ouais. Et dans cet extrait, ce qu'on peut. C'est là aussi un de tes grands sujets, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la question de la vérité, la notion de vérité, interroger la notion de vérité là, dans le théâtre qu'est le tribunal ici, et qu'on retrouve aussi dans Victoria. Qu'est-ce que j'ai entendu une question que Laura Adler t'avait posée, en te disant, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi la vérité? Est-ce que ça existe pour toi la vérité? Parce qu'elle m'a posé une autre question qui était effrayante. Ah ouais, je l'ai beaucoup aimée, mais je ne vais pas la faire. Pardon, la question c'était c'est quoi pour toi la vérité? Est-ce que ça existe? Parce qu'on a presque l'impression que, en sortant d'Anatomie, le doute est toujours tellement là que tu as construit presque tout ton scénario pour nous laisser un peu dans le doute, même quand je me rappelle à l'écriture, quand on projetait trop du côté de la certitude de son innocence ou de la certitude, tu remettais le curseur au milieu. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, toi? En fait, elle existe, oui, mais elle est impossible à rattraper. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où l'événement s'est passé, les points de vue sont divergents suivant la personne qui s'en souvient. Donc moi, je pense que je suis obsédée par ça parce que je suis toujours obsédée à l'idée que une chose très belle qu'on a vécue, tout le monde doit s'en souvenir de la même manière. Et malheureusement, le temps altère cette chose-là, en fait, le souvenir, quoi. Donc ça, c'est une obsession, voilà. Ça fait partie des obsessions. Bon. Et puis, ouais, bon, on le constate aujourd'hui tous les jours. Enfin, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. On n'a pas la même opinion sur une situation qu'on a vécue ensemble. C'est complètement dingue. On était là au même endroit,
on n'a pas vu la même chose. Moi, j'ai commencé avec même des documentaires avant la bataille, mais voilà, la bataille, c'était déjà ça. Donc, il y avait déjà cette idée-là voilà, qu'est-ce que c'est même que la vérité d'une élection? C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens sont en train de faire semblant de d'un coup être joyeux parce que la caméra démarre, donc ils sont en train eux-mêmes d'être nostalgiques d'un présent qu'ils n'ont pas vécu. Enfin, en fait, tout ça, c'est une espèce de fabrication délirante et qu'est-ce que c'est, ouais, en fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller, comment dire, de traquer ça comme une enquête, en fait, parce que c'est quelque chose que je trouve... comment dire, alors tout dépend le film, mais je trouve que c'est quelque chose qui est obsessionnel chez moi dans la vie, je pense. Bah, tu me connais, tu sais comment je suis, voilà. Et ça me fait penser, il y a une phrase de Tabouki, d'un écrivain italien, qui dit « La vérité, c'est comme le fil de l'horizon, c'est quelque chose qui se déplace avec soi. » Ouais. Et en fait, quand je regarde, c'est c'est exactement, enfin, tout le projet du tribunal, c'est presque ça, de personne en personne, on déplace la question de sa vérité. Je trouve ça, enfin, c'est pas pour mais c'est très dur à mettre en scène et tu y arrives. Quand même... Là, on voit avec le psy aussi qui lui ramène la vérité dans ce qu'il a aussi synthétisé de cette scène. Enfin, c'est. Ouais. C'est une grande question philosophique qu'il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir arriver au bout de ça. Mais du coup, je vais puisque sur cette question de vérité et d'incarnation, de personnage pour l'incarner, il y a au cœur de tes films beaucoup de présence animale. Donc on peut lancer l'extrait suivant, qui est un extrait d'Anatomie d'une chute encore. Voilà, moi, je trouve que ce chien a été beaucoup trop médiatisé, donc bon, tu vas en reparler. Moi, non, mais moi j'adore tourner avec des animaux parce que c'est vraiment, encore une fois, dans l'idée que moi ce que j'aime de plus en plus, c'est le plateau, c'est l'idée vraiment de la vie, c'est le truc que tu maîtrises pas. T'as écrit un scénario, c'est super, mais en fait il y a un endroit où il y a quelque chose de plus grand. Tout peut s'annuler parce qu'un acteur est mauvais, parce qu'un chien n'arrive pas à faire la prise, parce que en fait tout peut s'arrêter en fait. Donc c'est ce moment-là un peu on doit tout tenir en même temps que je trouve dingue. Et c'est vrai que l'animal disturbe quelque chose à un endroit pour les acteurs, pour nous. C'est un autre langage, quoi. Donc du coup, des fois, quand on est dans des situations très complexes avec des acteurs ou avec des techniciens ou avec des, en fait, d'un coup, c'est tellement autre chose, c'est un autre niveau qu'en fait, ça répare des fois des situations. Ça répare des trucs, enfin, voilà. Donc, et puis il y a la notion du danger, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un élément qui peut vraiment foutre ta journée en l'air, quoi. Donc du coup, tout ça crée, et en même temps, ça peut complètement, trouver. Là, je sais que pour ce film-là précisément, franchement, quand on écrivait avec Arthur, on se dit, on va pas quand même se retaper la scène avec les flics qui arrivent, le machin, le fourgon, tout ça. Tiens, si on le regardait du point de vue du chien, quoi. D'un coup, si tu passais, et d'un coup, la scène devient beaucoup plus intéressante, quoi. Ça devient un vrai personnage du film important, mais voilà, tu regardes la situation de manière différente, en fait. Donc, ça devient. J'avais oublié ce raccord, enfin en tout cas ce zoom sur la photo de Samuel à la fin, et à la fin du film, le chien vient se coucher avec Sandra. Ouais. C'est comme. C'est comme la continuité presque. C'est un peu chamanique ton histoire là, entre Samuel et le chien, mais ouais. Oui, parce que le chien effectivement a tout. Ne parle pas, était là à des moments, aurait pu parler. Enfin, oui, il y a tout ce truc-là, mais de manière très très pragmatique, c'est vrai que en plus ce chien était vraiment doué. En revanche, cette scène qu'on vient de voir était vraiment, c'était un cauchemar pour moi parce que je voulais qu'il aille très très lentement et faire un très beau plan. Et il faisait que de courir. Donc en fait, j'ai jamais réussi à faire le plan que je voulais. Donc c'est monté. Alors je voulais faire un plan séquence hyper long. Et là, sa maîtresse m'avait dit oui, il ne peut que courir ou s'arrêter épuisé. Il peut pas faire, comment tu dis, c'est pas un cheval, c'est pas trotter, c'est non, c'est au pas, tranquillement, de manière, voilà. J'avais une image en tête d'un film que j'adore qui s'appelle White Dog, merci. Hein, où tu avais un plan dément comme ça sur un chien qui peine évidemment jamais réussi à refaire ça. Mais en fait, c'est vrai que il y a ouais, alors pas spécialement pour cette scène, mais il y a eu d'autres situations dans mes films où il y a eu des moments vraiment de très grand danger avec des animaux. Justement, on peut lancer l'extrait suivant, qui sera le dernier extrait de cette conversation, qui est un extrait de Victoria,
Et on retrouve ton compagnon Arthur Harari. Là encore, c'est le singe qui dirige la scène, on a l'impression. Mais... Ah mais en plus, moi, cette scène, bon, maintenant je peux le dire, c'était il y a très longtemps, mais c'est lié à un cauchemar. Je pense que c'est la scène la plus horrible que j'ai vécue de ma vie, parce que ce singe, au moment où il est en train de faire cette scène-là, il y a une prise où il est devenu fou et où il a attrapé une figurante, il a failli la tuer. Donc en gros, voilà. Bon. donc c'est vrai que c'est très bizarre de revoir ces images, parce que je pense que précisément, c'est bon, voilà, ça a été. Franchement, j'ai cru que j'allais me retrouver en prison et que j'allais plus jamais pouvoir tourner après cette scène-là. Et je me souviens du maître qui m'avait dit, oui, bah il aime pas le rouge, hein, il aime pas le rouge, donc fallait pas tourner avec un fond rouge. Donc je me suis dit, ok. Donc voilà. Mais non, c'est vrai que c'était super chouette, indépendamment de cette situation qu'on a maîtrisée et qui s'est très bien finie. Mais c'est vrai que c'était vraiment un truc de tourner avec ce singe, et Arthur avait une connexion extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire elle était tombée amoureuse de Arthur, et en réalité, elle aimait pas les femmes. Donc il y avait un truc, c'était vraiment compliqué. C'était une singe un peu misogyne, mais vraiment. Hein. Et donc du coup, dès qu'il y avait des poils aussi là, elle était contente, elle grattait, etc. Mais donc j'étais quand même inquiète, parce que moi je travaillais pour la première fois avec Virginie Efira. Et on devait retourner une scène après ça. Et Virginie m'a dit, non mais moi c'est pas possible, je peux pas retourner avec un singe qui peut me tuer, quoi. Donc c'était, voilà, on a très vite été dans une relation très pragmatique, on va dire, sur ce qu'on peut faire, pas faire, comment est-ce qu'on maîtrise une situation. Voilà. Et puis comment tu donnes les clés. Enfin, ce qui est magnifique, c'est qu'en revoyant le film, je me disais, mais on voit que la scène n'est pas finie. En fait, je pense qu'elle pousse Arthur vers la sortie, parce qu'il n'a pas le choix que de. Ouais. Parce qu'elle est tombée amoureuse du téléphone, elle voulait plus le lâcher après. Si tu lui prenais, elle se dressait comme la planète des singes, et elle commençait à vouloir attraper les gens, quoi. Donc en fait, ça raconte un truc de toi, d'accepter de te laisser déborder comme ça par c'est une oui. qualité. Alors, quand même, je sais pas si de laisser rentrer la vie. Après, c'est vrai que j'ai plus envie de tourner avec des singes, parce que précisément, vraiment, j'ai eu vraiment très peur avec elle. Mais c'est vrai que mais c'est sans forcément que ce soit avec les animaux. Je trouve qu'il y a un endroit où tous les accidents heureux, hein, je parle pas de trucs tordus, mais sont toujours vraiment intéressants, je trouve, sur un plateau. Je traque un peu ces trucs-là, quoi. Ouais. Et même, je me souviens qu'Anatomie, quand tout le monde disait, ah c'est super, le scénario est bien et tout, moi j'étais un peu flippée de filmer le scénario. Je me disais, bon, il faut trouver l'endroit de bordel, et c'est vrai que les animaux peuvent t'aider à ça de temps en temps. Pas toujours, hein, mais ou certains acteurs aussi. Enfin, il n'y a pas que les animaux qui peuvent créer ça, hein, mais. J'ai pas pu faire le tour de tout, parce que je voulais aussi parler de photographie et de la présence de photographie et de ton rapport au temps dans les films et à la photo et à la nostalgie. Il y avait plein de trucs à dire, mais je vais juste finir par quelque chose de plus, parce que c'est Arthur Harari qu'on voit là dans ton film. On a vu tes enfants, tu as filmé aussi tes amis, cinéastes, metteurs en scène. Ce rapport au cinéma, c'est quoi pour toi quand tu fais ça, quand tu filmes? Moi, c'est le mélange. Après, filmer que mes amis, je pense que je serais vite en saturation. Mais par contre, c'est le mélange. J'aime bien effectivement. J'aime bien ramener des gens aussi qui n'ont pas du tout la culture de l'image. Donc, enfin, je veux dire, la culture de leur propre image, de comment. Voilà, j'adore ça. En fait, il y a quelque chose qui nourrit tout le monde. J'adore quand un acteur, par exemple, très très confirmé, va devoir presque prendre en charge quelqu'un qui va être un peu fragile. Donc tout ça, ça joue. Et puis, puis des fois, c'est vrai que bon, Arthur, en l'occurrence, je pense qu'il peut pas jouer beaucoup de choses, mais il peut jouer les avocats, il est bon pour ça. Après, je sais pas s'il peut avoir une palette de jeux délirante, mais en gros, là-dessus, c'est son truc. Donc voilà. Ça lui ressemble, on va dire, dans la vie. Donc du coup, voilà. mais après, les enfants. Maintenant, je serais peut-être plus flippée de faire ça aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pratique, quoi. Voilà. Mais même dans ton décor, il y a des photos de tes amis qu'on voit pas oui, spécialement, non, ça, c'est mais vrai. il y a quelque chose ça, c'est de parce que c'est terrifiant, un film. C'est que tout est fait pour que ce soit artificiel et moche, quoi. Donc en fait, il faut arriver à trouver le truc pour salir un peu tout ça, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai des petites obsessions. La déco, je suis très très interventionniste, parce que je trouve que ça ressemble jamais à des vraies maisons, les maisons de cinéma. Donc du coup, il faut arriver. Mais bon, voilà, après. C'est vrai que le chalet d'Anatomie, il y avait des photos de ta famille, des photos de ton chat.
des photos de moi, même d'amis, de Ouais, David, de ouais. plein de gens, et on traversait le plateau comme ça, on avait l'impression d'être chez toi. Ouais. Et Ouais, bah, oui. Je sais pas, c'est une manière de marquer mon territoire à moi, quoi. Je ne vais pas faire de rapprochement avec les animaux, mais ouais. je sais pas si on a le temps pour des questions. Je regarde Olivia, mais On va allumer le micro. J'aimerais remercier chaleureusement Justine Triet, mais aussi Merci. Marie-Ange Luciani, Merci Marie-Ange. qui a produit, entre autres, la merveilleuse Palme d'Or, Anatomie d'une chute. Donc, merci toutes les deux d'être là avec nous aujourd'hui. Et on va poser quelques questions. On va passer le micro dans le public maintenant. Bonjour Justine, bonjour Marie-Ange, merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. J'avais une question pour toutes les deux en fait au sujet de Anatomie d'une chute. On dit souvent que lors du processus de fabrication d'un film, il y a le film qu'on écrit, le film qu'on tourne et ensuite le film qu'on monte. Et j'avais lu un échange entre du coup vous Justine et Arthur Harry qui avait dit qu'au moment de l'écriture du film, vous avez le sentiment d'être en train d'écrire le film le plus âpre et peut-être le film qui ferait le moins d'entrées. Bon, la suite ne nous a pas tellement donné raison. Du coup, je me posais la question à quel moment justement du processus de fabrication vous avez eu le sentiment d'être en train de toucher à quelque chose de très fort au niveau d'Anatomie d'une chute? Est-ce que ça a été au moment de l'écriture, au moment du tournage ou celui du montage? Et même question du coup pour Marie-Ange, vous qui avez du coup suivi et chapeauté le projet aussi depuis le début. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué à un tel moment où vous vous êtes dit ouais, là on touche à quelque chose de très fort? Merci beaucoup. Commencer moi, techniquement, c'est vrai que j'ai beaucoup dit, mais c'est vrai que je pensais que le film ferait 0 entrée quand on l'écrivait. On en rigolait pas mal et tout, en se disant bon bah après je ferai une série pour avoir gagné un peu d'argent. Mais c'est vrai que c'est vraiment vrai qu'effectivement moi je me disais mais parce que je ne voyais. Mais c'est toujours. Moi, c'est vraiment le moment du tournage, pour répondre à la question très vite. Voilà, c'est le tournage. Le tournage, le moment où vraiment je me dis, OK, il y a un truc. Mais aussi, ça se sent avec l'équipe très vite. C'est même pas que moi, c'est que les gens me disent, on sent une espèce de truc qui se produit, quoi, assez vite. je me rappelle que l'ingénieur du son disait, Julien Sicard disait dans ses oreilles, enfin il avait un casque et disait, quand Sandra jouait, je crois que j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi fort et d'aussi juste dans mes oreilles. Donc déjà, on était dans des niveaux et c'est quelqu'un quand même qui est très taiseux comme ça. Donc je me disais, oula, là, il se passe un truc. Mais moi, je pense que dès l'écriture, et c'est pas juste, mais c'est vrai, dès l'écriture, dès qu'elle est venue avec cette idée-là, dès qu'elle a pris au sérieux justement ce qu'on racontait tout à l'heure de film en film, parce qu'on aurait pu faire cette discussion en article. J'ai l'impression que tu n'as fait que creuser tes thématiques et c'était presque là un alignement de planètes, c'est-à-dire, je sais pas si c'est l'âge de la maturité, le moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais le côté sur l'écriture, nous on était avec David, j'ai produit ce film avec David Thion et on était très impressionnés dès les premières pages du texte et impressionnés aussi par la qualité et la profondeur des discussions qu'on avait avec toi et Arthur, c'est-à-dire c'était une affaire très sérieuse, ces rendez-vous qui étaient... Après, c'était une fois par semaine, on se voyait d'abord par Zoom, puis physiquement. Ces rendez-vous étaient des rendez-vous. Moi, je sortais de là, j'étais rincée, parce qu'ils nous rinçaient, mais aussi parce qu'on sentait qu'il y avait une nécessité absolue pour eux de faire ce film. Et quand on sent ça, on se dit, oh, waouh. Et après, on a vu un premier montage, je me rappelle, tu partais en vacances, et c'était juste avant l'arrivée dans le tribunal, tu nous avais montré juste la première partie. Et j'avais appelé David, j'ai dit, bon, ben là... il se passe un truc de dingue, voilà. Et non, mais après on ne pouvait pas imaginer évidemment tout ce qu'il allait y avoir autour, mais on savait déjà que c'était un grand film. De par les discussions, de t'avoir toi et Arthur dans le bureau et vous écouter parler, chercher, c'était déjà énorme, quoi. On sentait que vous vous arrachiez la tête. Moi, je m'en rendais pas forcément compte parce que c'est vrai que nous, c'était assez conflictuel quand même dans le travail. Donc du coup, on était aussi dans ce truc de. C'est que moi, je travaille pas avec un scénariste, c'est un metteur en scène, donc du coup, lui-même avait du mal à lâcher un peu le truc des fois. Mais c'est vrai que c'était, c'était rigolo. Puis c'était rigolo aussi de travailler avec Marie-Ange et David, qui sont quand même deux personnalités vraiment très très différentes. Il y a un truc assez volcanique chez Marie-Ange qui faisait que voilà, elle intervenait beaucoup dans le. Non mais c'était rigolo. Ouais. Bonjour, merci Justine, merci Marie-Ange. Alors j'ai deux petites questions là. La première, elle est un peu générale.
internationale, c'est par rapport justement au mélange. Vous avez parlé du mélange de la langue française et anglaise. Et là, est-ce qu'on peut dire que le mélange de la langue permet aujourd'hui d'avoir un grand écho, même à l'échelle internationale? Surtout, on le voit dans Anatomy of Fall. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'extrait de la bataille de Solferino. Là, on a vu qu'il y a une scène. On a vu la scène là. Est-ce qu'on peut dire que quand on exploite ou on tire profit des événements qui se passent réellement, ça permet d'avoir une scène meilleure où on peut justement la jouer réellement, quoi. Donc voilà, ce sont deux questions. Merci beaucoup. Pour la dernière question, je pense que ouais, c'est un peu particulier dans ce contexte-là, parce que c'est vrai que je pourrais le rapporter peut-être à une fête foraine, si on tournait dans une fête foraine ou dans, je sais pas, effectivement on a tout le décor, donc on n'a pas fabriqué ça, donc l'acteur et la mise en scène doivent s'insérer là-dedans plutôt que de le créer. Donc oui, il y a quelque chose de très très vivant et très fort qui vient nous emporter un peu. Donc ça aide évidemment. Après il y a plein de contraintes aussi. Et pour la première question, pardon, j'ai oublié. Oui, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas été pensé de cette façon-là, en se disant ah ouais, on va mettre 2 langues comme ça, on va faire jackpot. Non, c'était plus dans l'idée le film parle encore une fois du fait d'essayer de se comprendre, de ça. Donc ça s'incarne avec la langue, les différentes langues. Et qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble et de parler la langue de l'autre ou pas la langue de l'autre ou une langue intermédiaire, etc. Donc on a joué avec ces codes-là qui étaient le sujet même du film en fait. Donc voilà. À la limite, c'était presque un frein au début pour financer le film, parce que le côté, le bilinguisme du film posait problème. Par exemple, à la télévision française, c'était un problème. Et on n'avait pas capté tout de suite la dimension internationale. Et c'est vrai que ça a facilité quand même la circulation du film. Tout début, c'était un problème. Hein. Toutes les discussions que j'ai eues au début du scénario, c'était le scénario, il est super, par contre, pourquoi vous prenez une actrice étrangère? Donc c'était même vraiment un problème. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, vous avez parlé beaucoup de vos angoisses, vos obsessions, le fait de projeter. Vous mettez systématiquement de vous dans vos personnages, ou vous arrivez parfois à séparer le personnel et le personnage construit? Tu veux répondre, Marie-Ange ou... Moi, je trouve que tes films te ressemblent, mais après... Non, mais il y a des petites choses. Après, non, mais moi, je suis pas non plus les personnages. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai, ça va être. Oui, des obsessions. Des fois, ça peut être des amis très proches ou des gens que j'adore, des amis que je vois plus, qui m'ont viré de leur vie, ou des amoureux qu'on s'est séparés. Enfin, ça peut être plein de choses en fait. C'est des choses des moments en fait. Voilà. Après, ça peut être aussi. Un film qui m'a inspiré, un très vieux film, j'en sais rien, où il y a un personnage où je sens écho et que il y a plein de possibilités en fait. C'est pas toujours que moi et ma... Voilà. Après, c'est ce que je disais un petit peu au début avec Marianne, c'est que je pense qu'on peut difficilement, faire des films vraiment forts ou intéressants s'il n'y a pas quelque chose qui nous traverse un endroit. Mais je pense pas forcément qu'il faille que ça nous ressemble totalement, quoi. Il n'y a pas cette obligation-là, quoi. D'ailleurs, Sandra te ressemble pas. Mais par contre, c'est plutôt les éléments biographiques autour de Sandra, mais elle, ce qu'elle a, sa personnalité. Non, on est complètement différentes. Ouais. Bonjour. J'avais une question à vous poser par rapport à la question des enregistrements, parce que si j'ai bien compris, vous enregistrez un petit peu votre entourage. Comment ça se passe en fait dans le processus? Comment vous l'utilisez justement dans le processus de scénario? Désolée. Bon, t'es dans une merde, toi. je cherchais absolument pas à vous afficher. Hein, désolée. Non, pas vous, non, mais c'est elle. Et justement, comment ça rentre dans le processus d'écriture? Est-ce que vous demandez l'autorisation? Enfin, comment ça rentre justement dans le process un petit peu? Merci. Non, mais c'est horrible, maintenant je pourrais plus avoir une discussion normale avec des gens, tout le monde va croire que je les enregistre, absolument pas. Non, mais j'enregistre personne, enfin je vis une vie normale, enfin voilà, c'est juste que de temps en temps, non, c'est vrai que quand je suis en processus d'écriture, ça m'est arrivé à un moment donné une fois dans une fête où quelqu'un me parlait et où c'est vrai que je me suis dit, merde, j'ai un peu trop bu, ça serait génial que je puisse enregistrer parce que j'arriverais pas à reproduire le niveau de technicité dont cette personne me parlait d'un truc génial, d'un appareil photo génial, voilà, et
C'était un geek. Et en fait, je me disais, mais je n'arriverai jamais à reproduire ce qu'il me dit. C'était fabuleux. Donc des fois, tu te dis, voilà, mais c'est des petits détails. Non, après, de manière beaucoup plus globale, souvent, j'enregistre effectivement des discussions, par exemple, quand on travaille ensemble, parce que je suis un peu fatiguée, que j'ai oublié. Si jamais, je peux réécouter. Ou voilà, il y a 2 types d'enregistrements. Il y a les enregistrements vraiment où les gens le voient, j'ai le truc posé. Et il y a des enregistrements juste de temps en temps où, par exemple, j'en sais pas, moi, j'entends... une conversation, enfin un truc mais dans l'intimité, hein, pas du tout. Enfin voilà, je fais pas du tout ça avec des gens publics. Bref, donc voilà. En tout cas, c'est vrai que ça peut m'aider des fois, mais c'est des choses que je jette très vite, dont je ne fais aucune utilité publique. Enfin voilà, il n'y a pas de danger. Hein. Je ne fais chanter personne avec des enregistrements. Enfin, je précise ça parce que du coup, voilà. Mais ce qui est dingue, comme quoi tout infuse sur tout et tout ressemble à tout, c'est qu'en fait, je ne le faisais beaucoup moins avant Anatomie. Donc peut-être qu'Anatomie m'a influencé à un endroit de manière très perverse. Et voilà. Mais Cela dit, Virginie enregistre sa patiente contre c'est son vrai, gré, c'est déjà très là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vécu une scène extraordinaire la semaine dernière. Je me suis dit, merde, je ne l'ai pas enregistrée. Et je me suis dit, mais merde, j'ai pas eu la perspicacité. Quand la vie est trop puissante, des fois, tu penses pas à... Et ouais, bon, bref. Mais bon, j'essaye de le faire de moins en moins parce qu'effectivement, ça peut choquer, par exemple, mes enfants. Voilà. Mais je le conseille en tout cas au réal. Non mais c'est vrai, au réal et parce que c'est vachement pratique en fait. Et après il faut jeter vraiment corbeille, on jette tout ça. Mais c'est pas mal, ça peut aider des fois à... Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cet échange, c'était très passionnant. Et moi j'avais une question, enfin j'en avais 2 mais je vais juste en poser une. Par rapport au processus d'écriture, parce que manifestement l'écriture c'est quand même une grande partie de votre travail. Est-ce que vous auriez des petits conseils, des choses que vous savez sur votre processus ? Des petits tips et astuces, voilà, c'est ça. Pour nous, quoi. J'aimerais beaucoup savoir. Alors, pardon, pour l'écriture globale, enfin, parce qu'il y a tellement de choses dans l'écriture. Juste pour trouver l'idée ou dans l'écriture elle-même, parce que c'est vraiment large. Ouais. Écrire. Une fois l'idée trouvée, d'accord. Comment est-ce que vous arrivez à vous concentrer ? Comment est-ce que vous procédez par étapes peut-être ou quelles sont vos inspirations ? Est-ce que vous avez des choses que vous faites qui vous aident à vous plonger vraiment à l'intérieur ? Mais une fois l'idée trouvée, bien sûr. Oui, alors tout dépend le projet. C'est vrai qu'il y a des projets qu'on va avoir mais c'est un peu comme avec les acteurs ou les actrices. En fait, des fois, on a des recherches à faire. Donc, du coup, on va se plonger dans des trucs d'enquête, etc. Ça dépend tellement le projet. Moi, je sais que ce que je pratiquais, c'est que je m'enferme dans une boîte en gros pendant 2 mois, quoi. Enfin, c'est ma manière. Je m'extrais complètement du monde et je suis que. Mais je suis pas devant la feuille. J'ai pas ce truc de la feuille blanche, machin. Souvent, je me sature d'informations, de trucs. C'est plutôt l'inverse, quoi. Et après, je me mets tout de côté. Mais chacun son truc. C'est vrai que c'est difficile. J'aurais du mal à dire vraiment qu'il y a une méthode. Il y a tellement de méthodes différentes. Enfin, à partir du moment où tu es excité par quelque chose, c'est vrai que ça vient. C'est le début qui est le plus dur, c'est sûr. Le début, comment ça se passe ? Mais c'est vrai que c'est difficile. Là, c'est intéressant, c'est qu'on commence à lire un peu ce que tu es en train d'écrire, et c'est le foisonnement. Enfin, c'est-à-dire, c'est des voix, beaucoup de voix. C'est vrai que ça passe vraiment par le Jeanne d'Arc, quoi. J'entends des voix. Non, mais c'est vrai que moi, c'est terrible. C'est beaucoup d'enregistrements. J'ai honte, mais j'ai un truc avec les voix, en fait. C'est que j'entends des voix, Alors, c'est vrai que c'est la première fois, par exemple, que je travaille pas en pensant à une actrice en particulier, ce qui est vraiment une nouvelle manière de travailler, parce que d'habitude, ça m'aide vachement d'entendre l'actrice avec laquelle je vais travailler, donc je l'écoute en interview, plus que dans des films souvent, je l'écoute. Ça peut être des films très importants, 1 ou 2 films, et puis il y a un moment donné où quand vraiment je suis vraiment bien, je mets tout de côté, et ça, voilà. Mais c'est vrai que ça dépend tellement. Moi, j'ai aussi vachement le culte du ping-pong avec quelqu'un, donc c'est vrai qu'en l'occurrence, moi, c'est souvent avec Arthur. Bon, là, il veut plus travailler avec moi, mais donc du coup, j'essaye de trouver des petits moments, genre petit-déj, machin, des moments où je peux un peu lui balancer la balle, en gros, et je vois si ça rebondit, quoi. Mais c'est vraiment cette idée de jeu, en fait, où tu balances, à un moment donné, tu sens que ça prend. Toi-même, tu t'excites de ton idée. En fait, moi, souvent, il y a une espèce de truc, je réalise, qui est vraiment symptomatique, c'est que moi-même, j'ai besoin de m'auto-séduire par mon projet. C'est-à-dire qu'en fait, en parlant à une amie, par exemple, ou à ma productrice, je vais voir comment elle réagit. Et moi-même, c'est pas que son avis, c'est moi-même, je vais sentir que si ça résiste vraiment donc c'est encore le langage, c'est encore le truc de...
Mais par contre, non, le côté... Enfin, après, il y a la solitude, vraiment, totalement enfermée dans une boîte pendant voilà, X mois. Mais par contre, le début, il faut sentir qu'il y a un truc qui... Voilà. Mais c'est, encore une fois, c'est moi. Enfin, appliquer ça n'aurait aucun intérêt. Peut-être qu'il y a des gens, ça va être complètement différent. Ils vont adapter un livre, ils vont être dans un truc, ils vont devoir parler à leur mère, leur grand-mère, je sais pas quoi, leur sœur. Donc ça dépend tellement de ce que tu racontes aussi, quoi. Mais en tout cas, confronter, moi, je trouve les idées, balancer beaucoup, ça peut être bien. Avec des gens de confiance, évidemment, pas des gens qui te massacrent en 2 secondes tes idées, quoi. Mais... Dernière question. Oui, bonjour, j'ai aussi une question. Vous avez dit que vous avez commencé par l'école des beaux-arts, ensuite vous avez commencé par les documentaires. Donc ma question, c'est plutôt de l'ordre, comment s'est fait ce passage à la fiction? Parce que le monde documentaire, dans le cinéma, le monde de la fiction, c'est assez différent. Est-ce que c'était un but aussi de commencer par le documentaire pour aller vers la fiction? Et oui, dernière question. Et comment en fait aussi c'est fait à la rencontre avec le producteur ou les gens qui ont cru en vous pour passer vers la fiction? Voilà, merci. Je pense, en toute honnêteté, l'argent, c'est-à-dire que j'ai gagné très mal ma vie en faisant des documentaires, et les menaces de procès. C'est-à-dire que j'ai eu tellement de menaces de procès qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je sais pas, c'est déprimant, je gagne vraiment 0 argent, je suis pauvre, j'ai que des menaces de procès, j'ai plein de rushs dans un ordinateur, et il y a un mec qui avait failli me tuer aussi parce que je filmais un jeune ado qui était génial, mais qui était un peu dérangé et tout, et qui était... Enfin, bon, en fait, c'est vrai que le documentaire peut t'amener dans des situations assez délicates des fois. Et je me souviens que j'ai fini, j'avais 27 ans, je crois, 28 ans, j'avais besoin d'argent, donc j'étais partie au Brésil, on m'avait mis dans une favela, dans un endroit extrêmement dangereux, etc. Et en fait, là, j'ai fait mon dernier documentaire. J'aime beaucoup ce film, mais c'est vrai qu'il n'était pas du tout vu. Enfin, personne ne l'a vu. Et c'est vrai qu'après ça, un producteur m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est quasiment de la fiction. C'est que je commençais à diriger la vraie femme, parce que je filmais une femme pasteur évangéliste, et je commençais à la diriger, à lui dire, ouais, tu veux pas faire ça et tout. En fait, c'était sa vraie vie. La pauvre, je pouvais pas commencer à la diriger, quoi. Donc là, je me suis dit, peut-être qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire des films, mais que je me suis jamais imaginé, parce que c'est trop grand pour moi, c'était trop inimaginable, etc. Et après, j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Emmanuel Chaumet, qui était un peu casse-cou et tout, et qui m'a dit, mais viens, en fait, ce que tu fais, c'est des films, viens, on va faire des films, quoi. Voilà. Merci beaucoup.